Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans le cadre de la Nuit des idées qui est organisée par l'IFM tous les ans. Et cette année, l'IFM organise différents événements dans différents endroits et nous sommes le volet du Nord de la Nuit des idées. Alors, cette soirée qu'on va passer ensemble, elle est un peu spéciale parce que Christelle et moi, nous sommes en train de travailler sur un podcast. Donc, ce sera une série d'émissions qui s'appelle Canne à sucre et préjugés, où on a envie d'interroger la société mauricienne, ses dysfonctionnements. On a envie d'aller plus loin que ce que l'on entend d'habitude. On a envie d'apporter un éclairage sur ce qui fait que les choses coincent. Alors, si vous voulez des exemples, par exemple, aujourd'hui, on va parler du multiculturalisme et des identités. On va parler, lors d'une autre émission, autour des conséquences actuelles de l'esclavage. On va parler de la question des terres, on va parler de la question des langues à Maurice. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un peu cette boîte de Pandore ensemble et d'apporter des éléments de réflexion pour pouvoir construire ensemble quelque chose de nouveau. Et justement, donc comme ce soir, la Nuit des idées, le thème, c'est la fabrique du changement. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de parler de... On sait bien que nous ne t'en avant, business changement. Le changement, c'est maintenant. Voilà. On connaît les litanies autour du changement et à quel point tout le monde veut que ça change. Et nous aussi, on veut que ça change, mais aussi on veut mieux comprendre pour que les choses puissent changer, mieux comprendre aussi, en fait, sur quoi cette société dans laquelle nous vivons, elle est fondée. Et peut-être en comprenant mieux ça, aussi comprendre qu'est-ce qui freine ces changements. Et donc ça va être aussi aujourd'hui ce sujet dont vous allez parler ensemble, et je vais passer la parole à Christelle pour vous l'expliquer plus en détail. Ce podcast, Canne à sucre et préjugés, il est présenté en fait dans le cadre de quelque chose de nouveau à l'IFM, qui va s'appeler IFM on Air, et donc c'est une série où l'IFM veut se lancer dans des podcasts et proposer des nouvelles écoutes à Maurice. Donc voilà, et ce soir, nous lançons ce podcast, mais qui ne sera en fait disponible que mi-février. Mais l'idée, c'est de parler de ces thématiques-là. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Interroger la société, ses dysfonctionnements, comme l'a dit Shakti, comprendre les mécanismes de la société multiculturelle mauricienne, déconstruire pour mieux construire ensemble, fabriquer le changement. En préparant la première émission de Canne à sucre et préjugés, nous avons dû réfléchir au sujet que nous allions choisir de traiter pour la première émission et au fil qui relierait les différentes émissions entre elles. Et la première question qui est apparue dans les échanges avec Shakti a très vite été la question du dominant-dominé, des rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la société et qui sont la source de tabous, de non-dits, d'interdits. Et dans la société multiculturelle mauricienne, ces rapports de pouvoir se fondent très souvent, pour ne pas dire toujours, sur la question de l'identité, ethnique, religieuse, linguistique. À Maurice, on se définit encore aujourd'hui, très souvent, d'abord par sa communauté. Il est étonnant de voir à quel point, et je pense que peut-être ceux qui ont déjà vécu à l'étranger seront d'accord avec moi, à quel point nous sommes tous fraternellement mauriciens lorsque nous quittons les 2800 km² de notre petit caillou, et combien nous redevenons tout à coup tellement blancs, créoles, indiens, musulmans, métis ou chinois lorsque nous revenons au pays. J'ai lu récemment un témoignage de ce malaise qui souvent entoure notre identité mauricienne et qui m'a semblé très parlant et que je voudrais partager avec vous. L'auteur s'appelle Nitish Moneboran. Il est mauricien et il est aujourd'hui professeur de droit à l'University Center de Brasilia, après avoir obtenu sa thèse de doctorat à la Sorbonne à Paris. Il est actuellement en train d'écrire un livre semi-autobiographique sur son expérience de l'école mauricienne, qui paraîtra au mois d'avril aux éditions Vis-à-Vis. Et dans le prologue de ce livre, il écrit ceci.
Les examens du HSI et les résultats qui s'en suivent sont des événements à Maurice, presque des institutions. Mais pour moi, ils représentent autre chose. Avec d'excellents résultats, je pourrais aller loin, très loin, pas en termes de future carrière, comme on nous le vend, que dans le sens d'un éloignement physique d'un système qui m'a tranquillement étouffée. Je ne parle pas uniquement du système éducatif. Bien sûr, je me réjouis de ne plus avoir à retourner sur les bancs du collège, de ne plus perdre mes après-midi et mes week-ends aux leçons et à l'usine de l'apprentissage mécanique. Mais un bon HSI promet aussi d'autres augures. Pour beaucoup, c'est surtout la possibilité d'un départ vers des horizons lointains pour des études supérieures. Ça l'est tout autant pour moi, j'imagine. Une auteure mauricienne a écrit « Ici, le départ est inscrit dans nos gènes ». La phrase est de Natasha Apana dans Blue Bay Palace. Mais plus qu'un départ, c'est en ce qui me concerne avant tout une fuite assumée, espérée. Je me suis toujours demandé s'il est possible de ne pas être à l'aise dans son pays de naissance, de ne pas s'y sentir à sa place, d'être né décalé. Car c'est ce qui m'est arrivé, il y a longtemps déjà. La syntonie avec Maurice a été dure à trouver. J'ai essayé pourtant. Ce n'est pas le pays qui est à blâmer, encore moins sa société. C'est moi qui ne m'y suis pas adaptée. Je n'ai pas su y trouver ma place. Mon sens d'appartenance a toujours été très relatif. En cela, je suis un peu apatride. Je crois qu'il y a eu un blocage de base. Le pays est clairement divisé en communautés. Si l'on fait partie d'une communauté, on trouve plus facilement sa place dans la société mauricienne. On arrive à se situer et à se projeter, à aimer, à vivre. Le rapport à l'autre est sans doute plus facile, plus clair. Ça doit être réconfortant. Le problème, c'est que je ne me reconnais en aucune de ces communautés. Par principe, la communauté fait barrière. La barrière protège, rassure. En son absence, on s'aventure, puis on se perd, on est confus, désorienté. Jeune adolescent, j'étais surtout révoltée par le poids de ces communautés dans le paysage mauricien. Mais maintenant, en quittant l'école, en voyant les autres, je me dis que j'ai sûrement un problème d'identité. Mon blocage fait que je n'arrive pas à comprendre certaines choses presque banales ici. Par exemple, je ne comprends pas que la communauté de quelqu'un puisse sceller son sort de par sa naissance, au point d'en déterminer tant ses amours potentiels que ses ennemis providentiels. Je ne comprends pas qu'on doive faire attention à ne pas trop s'aimer pour être de communautés ou de religions différentes. Cela me bouscule tout autant lorsque ne pas avoir de religion ou de Dieu est jugé comme un mal entre la pathologie et le satanisme, ou encore lorsque les conventions presque inamovibles veulent que le Premier ministre soit plus hindou que compétent. Bref, je ne comprends pas lorsqu'on se définit... C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne comprends pas lorsqu'on se définit avant tout et fatalement à partir de sa communauté. Voilà le fil rouge de notre première émission. Comment s'articulent les rapports entre les différentes communautés à Maurice? Comment cela se manifeste-t-il sur le plan personnel et individuel? En quoi ce que l'on appelle à Maurice le communalisme est en fait un mode de gouvernance? Et quel est le fonctionnement de ce mode de gouvernance? Et où ce mode de gouvernance trouve-t-il sa source? Donc je voudrais commencer par une question pour Mélanie Pérez, qui est à côté de moi. Mélanie, ma première invitée, est chanteuse, romancière et professeure de créole au secondaire. Elle est notamment l'auteure du roman Tigane, Traverser une femme dans 10 vents contraires, un roman qui a été adapté et mise en scène dans une comédie musicale qui sortira les 27 et 28 février. 26 et 27 Pardon, février. 26 et 27 février au Codan Art Center. Donc, je voudrais qu'on écoute d'abord un extrait de Mélanie dans l'émission Canne à sucre et préjugés. Donc, Mélanie Pérez, Tigane, Traverser une femme dans 10 vents contraires, c'est l'histoire d'un destin tragique, d'une vie malheureuse. L'héroïne est un personnage qui s'enfonce dans le malheur, un malheur qui trouve sa source dans l'inceste qu'elle subit dans son enfance. Mais pour toi, Mélanie, ce malheur viendrait même de plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, en fait, le malheur vient de quelque chose qui est très ancré dans la société mauricienne, qui est le Kidimoun Poudir. Et le Kidimoun Poudir vient, dans le cas de Tigane, de son teint, de sa couleur de peau, face à sa situation, la situation dans laquelle elle est, la situation dans laquelle elle vit, cette petite fille, cette timilate des Rivières Noires, comme on l'appelle, qui n'est pas, comment je vais dire ça, elle n'est ni blanche ni créole, et du coup elle ne trouve pas sa place à aucun moment en fait. Et voilà. Donc tu parlais aussi du métissage de son père, oui. et de
et des conséquences que ça a pu avoir sur lui. Et tu faisais un lien, il me semble, entre ce métissage-là, la violence qu'il a pu vivre lui, et l'inceste. Oui. Ben, je ne vais pas le défendre, ce père-là, en disant que sa situation a fait ou a mené à ça. Non, c'est un acte délibéré, suffit un acte délibéré dans le texte. Mais il y a quelque part quelque chose qui a enclenché ça, d'où son mal-être, en fait. Et le fait de passer ce mal-être-là de génération en génération est très fortement vertical, en fait. Parce que, justement, c'était lui, un blanc, qu'on appelait un blanc, mais un blanc bâtard, en fait, et qui n'a pas eu la même chose que les autres blancs de son entourage. Les autres, qui étaient à ce moment-là légitimes, on va dire ça comme ça. Lui rejeté, lui frustré, et qui tire sa frustration là où il peut, quoi. Et ça existe, et c'est là, et c'est toujours le cas un peu. Donc ce livre, c'est l'histoire de ce personnage victime, finalement, tout au long du roman. Est-ce que tu pourrais nous lire juste un petit passage qu'on a choisi, voilà, qui est le démarrage du chapitre 1 et qui campe vraiment le décor et la généalogie des personnages. Une généalogie qui aura un rôle fondateur dans la destinée après de l'héroïne. Divan soufflé, mais de paroles d'en fait badam. Les ciels se coulaient sans et. Un courant d'air balayait feuille sec là au cimé. Au milieu ban feuille sec, des tilipiers prend direction l'entrée cimetière. Devant l'entrée, tilipier là arrête sec. Un zentifi des bouteilles liguetées. Dans ce joli lisier blé, l'homme roulé, coule l'eau sur l'azou. L'imaginer même. Un l'année finit passer depuis qu'il est tout seul. Dans ce joli lisier blé, papa fin mot. L'in mot a la honte, l'in mot a culpabilité. Dans ce joli lisier, s'azou là aussi, l'homme t'y roulé, coulé, tombe en bas. Maman y allait. Si tu reposes la mélo petit motouille, toi. Dans la colère, papa répond. Quand même qui doit dire, les mots enfants aussi. Au milieu, ça tapase là, un petit fille. L'homme roulé dans ce lisier, glisse l'eau sur l'azou comme une goutte d'îlot loin de feuille rosier. Il criait plus fort qu'il est capable. Personne n'attendait. L'innocence d'un enfant laisse à l'abandon. L'innocence qui ces enfants-là finit perdre sa zou là. Un seul coup, ce les ciels vient gris. Les temps finissent arrêtés tout autour du lit. Un les mondes peut écrouler, seul les mondes. Qui peut arriver, les papés comprend. Qui finit arriver, ça les connaît. Ça me tout seul connaît. Me rappelle sa zou-là, papa tient gagne l'az l'amour. Me pas rappelle ce figuier bien. Il tient une homme bien haute, un peu clair, ce lisier tiblé comme à la mer. Dans ce famille, il tout seul bâtard. Fin gagne sa lisier là, lisier sur papa. Depuis les petits amis, ce maman, ce papa fin occupe li. À l'époque, il tirait tout seul dans grande case, ce grand-mère dans la ville qui a pipe. Les fin marié, il retourne dans Rivière Noire pour ranger la case. Quand il est resté là-bas, de tout y crier li, petit bâtard blanc. Mais en vérité, il s'appelle Serge. Alors, pour moi, ce qui m'a frappée dans ce passage-là en particulier du texte, c'est cette phrase que je trouve très parlante. Quand il est resté là-bas, il criait li, petit bâtard blanc. Mais en vérité, il s'appelle Serge. Il y a vraiment l'idée là, Mélanie, de redonner un peu d'humanité à ce petit bâtard blanc en le nommant et en lui donnant un prénom finalement. Cette question de la bâtardise est tout de suite posée. Tu insistes beaucoup sur les yeux bleus de la petite fille, comme du père dans le texte, de la peau qui est claire. Qu'est-ce que représente le métissage qui le rend si difficile à accepter selon toi, ceux qui l'entourent? Pourquoi ce métissage est-il si mal perçu finalement et qu'est-ce que ça dit de la société mauricienne? Et aussi peut-être du contexte particulier de Rivière-Noire que tu connais bien, qui est un contexte auquel tu es attaché personnellement et qui est l'espace géographique où se déroule le récit. Alors le terme bâtard pour décrire le père, donc c'est un terme extrêmement péjoratif. Péjoratif certes, mais ça vient du fait que le père dans le texte n'a pas d'attache. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes à Rivière-Noire, parce que j'ai longtemps été témoin de ça. Le manque d'attache, le rejet, en fait, parce que pour ma part, je voudrais faire comprendre qu'au-delà du métissage, ce beau mélange, quand on parle de métissage, tout est beau, le teint coloré, la peau colorée, super bronzage, tout ça. Au-delà de ce métissage-là, il y a la transmission.
il y a la transmission non seulement des traits de caractère, des traits physiques, mais il y a également la transmission de la frustration. Et c'est ça que je voulais faire passer en fait dans Tzigane. C'est de dire une vérité qui non seulement est cachée, mais beaucoup plus que tabou, parce que j'ai été témoin toute mon enfance, en fait, parce que mes parents viennent de Rivière-Noire, de deux mondes différents de Rivière-Noire. La famille de ma mère vient des Blancs de Rivière-Noire et mon père de l'autre côté de la route. En fait, géographiquement, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et donc, au-delà de ça, j'ai toujours senti cette idée de dominant et de dominé, et ça coince à un moment donné où il y a ce métissage-là, en fait. Il y a cette idée de frustration. Et même pour la famille de ma maman, en fait, c'était certes des Blancs de Rivière-Nord, mais pas des Blancs pure souche, comme on les appelle. Donc, il y a eu toujours cette frustration-là. Pour vous dire, donc à la fin des années 50, une grande partie de la famille a bougé vers la ville pour affirmer cette identité, en fait, de ce petit côté français, de ce petit teint de peau, pour bouger vers la ville, bouger vers Rosille, en fait, où là, il pouvait affirmer cette identité, cette espèce d'élévation sociale, et forcer les enfants à parler français. On ne parlait absolument pas créole, ni à la maison, ni encore moins à l'école. Et c'est là d'où vient, à ce moment-là, toute ma frustration, toute ma quête identitaire, en fait, parce que je n'ai pas parlé un mot de créole toute mon enfance. Et je parlais un français qui n'était même pas un bon français, en fait. Et je me suis toujours posé la question, donc, qui je suis, où est-ce que je me situe dans ce monde-là, dans ce monde francophone-là, en fait. Parce que le français que je parlais, ce n'était pas le français qu'on retrouvait dans les livres, en fait. C'est très loin du français qu'on avait dans les livres. Et donc, je me suis, à un moment donné, j'ai été tentée de me rabattre sur le créole parce que c'était beaucoup plus facile comme ça, beaucoup plus facile d'écrire en créole. Et on m'a beaucoup reproché cela. Et je n'avais aucune réponse à donner parce que je ne savais pas qui j'étais. Et je ne sais toujours pas vraiment, en fait, qui je suis. Et c'est dommage parce que c'est le cas de beaucoup de monde, beaucoup de jeunes de ma génération, en fait. Et voilà. Merci. Donc la dualité dont parle Mélanie, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très concrète. La dualité, alors là je reviens à la question de la langue, c'est aussi une question qu'il va falloir creuser, qu'on a l'intention de creuser avec Shakti dans une des émissions. Mais c'est intéressant aussi de réfléchir à cette question-là. C'est vrai que c'est une question très forte aussi quand on parle de nos identités. Mais là, pour revenir à la question de la géographie, parce que tu viens de dire voilà, cette séparation d'un côté blanc, d'un côté noir, voilà, cette espèce de géographie du territoire qui est vraiment importante dans l'espace mauricien. Cette dualité-là, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très concrète dans ta thèse, Avinash. Donc, Avinash Menowar, pourquoi je ne l'ai pas présenté? Excusez-moi. Alors, je vais le présenter, Avinash. Donc, Avinash Menowar est donc politologue et philosophe. Il a écrit une thèse de philosophie politique dont le titre est « Le multiculturalisme à Maurice ». Tu peux terminer. Je dois terminer là Oui. Donc, le multiculturalisme à Maurice, 2 points, racisme colonial, best loser system et axiomatique postcoloniale. Voilà. Le truc, mais ouais, c'est bon, quoi. Bon. C'était quelque part dans le texte, hein, Ah oui, c'est là, c'est devant moi, sous mon nez. Bon, en passant, il va être publié, je vais l'appeler « De la canne à sucre et des préjugés ». Tu m'as piqué mon titre. Alors, donc, il est politologue. La thèse est passionnante. J'espère qu'il la publiera pour qu'on puisse tous la lire. Il a également été candidat du MMM aux dernières élections, mais nous faisons ici surtout appel aux philosophes et aux politologues, même si son expérience du terrain peut nous éclairer sur les pratiques. Donc, la dualité dont parle Mélanie Avinash, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très concrète dans ta thèse, notamment à travers l'analyse que tu fais des propriétés sucrières, à travers le film L'ombre à Ascan de David Constantin, mais pas uniquement. Un monde que tu qualifies de monde segmentarisé.
Est-ce que tu peux nous expliquer cette segmentarisation des domaines sucriers? Alors c'est super On est intéressant. au bon endroit pour en parler. C'est super intéressant que tu prends ce point de vue de la géographie, du territoire. Parce que je trouve que c'est une porte d'entrée, mine de rien, pour toute personne qui veut très sérieusement questionner les rapports de pouvoir à Maurice. On a trop souvent tendance à partir de... C'est-à-dire notre point de départ, c'est de considérer qu'il y a des choses qui sont des acquis, qui sont des vérités. Les identités, par exemple. Un exemple concret de ça, c'est le système des castes à Maurice. Le système des castes est une invention mauricienne. Ça n'a rien à voir avec les opérations du système des castes en Inde. Et le système des castes est une invention politique à Maurice. Il ne s'agit pas d'une invention sociale. Essayez de ne pas faire trop de digression. Et... tu me rappelles à chaque fois. Et en fait, la question du territoire est absolument passionnante parce que là, nous entrons vraiment dans de la pragmatique, dans du concret, c'est-à-dire dans des frontières visibles, dans des milieux, j'ose le terme, d'enfermement visible. C'est-à-dire certains milieux, certains mondes se donnent à voir alors que d'autres se cachent. Et tout le point de départ de mon hypothèse est là, en fait. Pour une raison très très simple, et c'est que je rejoins en fait une recherche, un questionnement qui est initié au sortir en gros de l'effondrement du marxisme en Europe, où les post-structuralistes, je vous promets, c'est la seule fois que je vais utiliser un terme un peu technique, où les post-socialistes commencent à poser la question de comment en fait se constituent les rapports de dominant-dominé dans la réalité, dans le terrain, dans le terreau, dans le terroir. Et tu parlais du film L'Ombre à Ascan, je trouve qu'il y a une rencontre extraordinaire avec David Constantin et moi, parce que franchement, je trouve que la question qu'il pose dans son film, et moi la question que je me pose, mais il y a une vraie rencontre. Et j'ai rencontré David Constantin une seule fois dans ma vie, on s'est regardé 30 secondes, ça a suffi, parce qu'on se parle, voilà, son film m'a parlé, ça a suffi. Alors, pour revenir sérieusement, ce qui me semble intéressant d'étudier à Maurice, si on se pose la question du pouvoir, c'est vraiment de partir du concret comme ça. Et notamment à travers les histoires coloniales de Maurice. C'est-à-dire vraiment, il ne faut pas oublier une chose, Maurice est une île déserte, sans peuple autochtone. C'est-à-dire vraiment, nous sommes pris littéralement dans le roman de Robinson Crusoe, qui trouve une île déserte, et dont l'une des hypothèses, une des options, c'est de recréer un monde, et celui justement du monde, de la domination européenne coloniale sur le monde. Et mine de rien, ça correspond absolument à un moment clé dans l'histoire de la modernité, qui se met en place à la fin du XVIe siècle, mais qui trouve son articulation réelle vraiment à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire toute cette transformation que Michel Foucault a identifiée et qu'il a appelée les sociétés disciplinaires. C'est un terme comme un autre. Et en fait, ce qu'il appelle les sociétés disciplinaires, c'est vraiment nos sociétés modernes. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, du développement historique de la modernité, on est sorti des sociétés féodales pour aller vers des sociétés qu'on pourrait qualifier des sociétés de l'individualité. Et ce qui est extraordinaire dedans, c'est que Michel Foucault identifie la production de l'individu, du sujet individuel, de l'individualité, du rapport de la personne à lui-même ou à elle-même, comme découlant de ce qu'il appelle les milieux d'enfermement. C'est à partir de milieux d'enfermement qu'on produit l'individu. Je vous donne un exemple très 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 concret. Une asile, par exemple, est un milieu d'enfermement. Une asile de fous produit le fou, produit la folie. C'est-à-dire produit le comportement du fou. Une caserne militaire produit le soldat. Une école produit l'écolier. Et ce sont des choses absolument concrètes. C'est-à-dire que quand un gamin est dans une salle de classe, quand un gamin est dans une cour d'école, il y a un comportement qui est inscrit littéralement dans sa chair. Il y a ce qu'on pourrait appeler la production d'une conduite ou d'un comportement individuel et individualisé. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant dans cette hypothèse, c'est de se dire que si l'on accepte que l'histoire de Maurice est celle de la mise en place d'une industrie sucrière qui va se diversifier au fur et à mesure de son développement, peut-être que le milieu de la plantation, justement, serait le milieu original de l'enfermement. Et c'est là que la rencontre avec David Constantin est géniale, parce que son film montre exactement ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui dure 2 heures, qui se passe sur une plantation sucrière. Alors, il ne se passe littéralement rien dans le film.
Il filme le monde sucrier en effondrement. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en filmant le monde sucrier en état d'effondrement, il te place vraiment les personnages qu'on retrouve sur une plantation sucrière. Le laboureur, l'ouvrier dans l'usine, le contremaître au champ, le petit clerc, hein, tu sais, le personnel administratif dans le bureau, le grand patron de l'usine sucrière. Et chaque personnage, et là c'est vraiment David poussant le cliché jusqu'au bout, hein, est entièrement racialisé. Le laboureur est hindou, l'ouvrier est créole, le comptable au bureau c'est ce qu'on appellerait un créole clair, le patron c'est un franco-mauricien, un blanc. Et vraiment, c'est cette multiplication des personnages, mais qui sont les personnages de la plantation sucrière. Donc vraiment, le film de David, c'est un théâtre, hein, le théâtre du monde sucrier mauricien, par rapport aux personnages que ce théâtre produit. Et oui, effectivement, je trouve qu'il y a là un point de départ extrêmement intéressant à étudier pour ne serait-ce que poser le départ, le fondement d'une généalogie qui pourrait expliquer qui nous sommes, nous, qui sommes les enfants de ce milieu. Juste la question du monde clos, des mondes clos sur la propriété sucrière, concrètement. Tu l'as développé ça dans ta thèse. Alors, je reprends littéralement l'exemple de David. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le film. Tout le film de David, dans le montage, va de monde clos à monde clos. Donc, le film commence sur une vue d'ensemble de la propriété sucrière. Ça fait très John Ford, d'ailleurs, le western américain. Et il commence à filmer les milieux, vous savez, vraiment des parcelles de terre où les ouvriers travaillent, une partie de l'usine où on écrase la canne, la boutique où on va se reposer après, les petites habitations pour les ouvriers. Et c'est vraiment une succession comme ça de milieux d'enfermement, de monde clos à monde clos, pour arriver sur la fin du film au personnage principal qui fait face à l'horizon total qui est l'océan. Extraordinaire. On peut écouter un extrait d'Avinash dans l'émission, du coup, Canne à sucre et préjugés. Moi, je crois que la question fondamentale qui est posée au système politique mauricien, c'est-à-dire ils se fondent littéralement dedans, hein, est la suivante. Dans une société multiculturelle, comment on peut faire fonctionner la représentation politique afin que celle-ci inclue tous les éléments de cette société multiculturelle. C'est-à-dire qu'il y a un corps social qui est perçu comme hétérogène, de par ses différences, hein, qui peuvent être linguistiques, culturelles, religieuses, castéistes à Maurice aussi, raciales, il faut aussi le dire. À partir de là, ce corps social, comment est-ce qu'on met en place un système politique où chaque groupe, chaque composante de ce corps social se trouve inclus dans les affaires de l'État, se trouve inclus dans les affaires publiques. Et de ce point de vue-là, moi je trouve qu'on a un système politique qui est absolument fascinant parce que, mettons de côté la Constitution et comment le best loser fonctionne, c'est-à-dire dans la déclaration de 4 catégories, mettons ça de côté. Et c'est quand on met ça de côté que ça devient intéressant, parce qu'en réalité, on voit que la pratique politique, la praxis, hein, littéralement, du politique et de la politique à Maurice, va toujours s'intéresser justement à ce phénomène des petits groupes identitaires. Dans un effort de faire ces groupes identitaires émerger comme une composante d'un corps social. Et ce qu'on peut constater, encore une fois, en partant des 4 catégories déclarées dans le Best Loser System, dans la Constitution, on peut constater en fait que la pratique politique du terrain ne se limite pas à 4 groupes. Il y a par exemple la catégorie hindoue qui se sous-divise en 7 sous-catégories, si je ne me trompe pas. Maintenant, dedans aussi, il y a d'autres pratiques qui se mettent en place. Donc, ce qui est clair, c'est que la logique politique mauricienne, pour moi, elle va vraiment dans ce sens de non seulement être conçue pour inclure le maximum d'identités possibles, inclure toutes les composantes, mais c'est un processus qui, d'une certaine manière, est toujours un peu comme un work in progress. Il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, à la fin de la journée, si on met notre système politique en face de l'émergence d'une autre identité, cette autre identité, de par la logique communale, donc du lobbying, de la revendication identitaire, notre système pourra intégrer cette identité dans son mécanisme de représentation. Très vite aux politiques, autant pour moi, je n'ai pas trop introduit. Voilà, on est vraiment passé des milieux d'enfermement
à notre système politique, en fait, qu'on appelle communaliste, un système politique communaliste que Avinash vient de décrire très bien. Alors, Avinash dit dans sa thèse, « Notre hypothèse est la suivante. Le multiculturalisme mauricien est une machine à produire des identités, identités qui sont ensuite maintenues dans une logique de lutte pour la reconnaissance, lutte antagoniste par rapport à la structure de la représentation et qui demande une reconnaissance et une inscription dans cette même structure. Et c'est à partir de cette logique de la lutte qu'opère une axiomatique qui inscrit les identités malheureuses dans la structure de la représentation, notamment par le biais de la logique des lobbies socioculturels. » Alors, Avinash, sans faire trop de digressions, est-ce que tu peux nous expliquer l'idée des identités malheureuses? Alors, très rapidement, c'est vraiment un jeu de mots conceptuels sur toute la conception hegelienne de l'histoire, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce que j'appelle une identité malheureuse, c'est vraiment une forme, oui, une identité, un sujet collectif du moins, un groupe de personnes qui, dans une situation de représentation politique, culturelle, il ne faut pas tout réduire à la politique non plus, pourraient se retrouver dans une forme de défaut de représentation, de défaut de reconnaissance, dans une forme d'invisibilité. Et à partir de là, se met tout un jeu, en fait, de construction d'une identité, et d'une construction d'une lutte identitaire, à partir de quoi on peut revendiquer une visibilité dans le pouvoir et face au pouvoir. Et d'une certaine manière, ce qu'on appelle le communalisme, et moi je reprends à la lettre la définition que donne l'anthropologue Jean-Michel Josse, qui est un anthropologue réunionnais, qui il définit le communalisme comme un jeu de lobby fondé dans l'identité, dont l'objectif est justement la négociation politique pour des espaces politiques. Des espaces de visibilité, des espaces d'existence, mais aussi des espaces dans des budgets aussi. Voilà, c'est littéral. Et de ce point de vue-là, il faut différencier quelque chose. Il faut différencier le communalisme du racisme à Maurice. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment tendance à faire. Le communalisme est fondé dans le racisme, il est fondé dans la racialisation, c'est-à-dire dans la distinction identitaire qui peut être ethnique, religieuse, fondée dans la barrière de couleur, etc. Mais le communalisme n'est pas forcément, ne se limite pas au racisme. Le racisme, pour moi, est bien évidemment quelque chose qui doit être combattu. Et la société mauricienne est hantée par le racisme, vraiment. Mais le communalisme est le mode de fonctionnement de l'espace politique à Maurice. Et d'une certaine manière, c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est là que tu vois la place prépondérante, centrale de la construction identitaire dans la revendication politique. Et c'est absolument fascinant, parce que moi je suis convaincu d'une chose, c'est que le multiculturalisme, c'est toute l'hypothèse de ma thèse d'ailleurs, est un système de gouvernement. Ce qu'on appelle le multiculturalisme, c'est un système de gouvernement d'une population hétérogène et multiple. C'est un système de gouvernement d'une population où chaque composante doit et se doit d'avoir accès à la visibilité. Et la manière que la Constitution fonctionne, la manière que le best loser system fonctionne, on n'aura pas le temps ici d'entrer dans le détail, mais il est orienté vers ça, c'est-à-dire on a un système politique qui reconnaît totalement en réalité la fluidité de l'identité à Maurice. Mais il a un mode de fonctionnement, il y a une manière de le faire jouer, il y a une manière de le faire fonctionner. Et la question de l'identité est bien évidemment centrale dedans, et je trouve que c'est aussi pour ça qu'on est là. Nous sommes mine de rien un peuple qui est hanté par cette question identitaire. L'angoisse du manque d'identité, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on est, qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va. Mais mine de rien, ce n'est qu'une partie, ça, du système politique. Ce n'est pas le système politique en entier. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que les linguistes appellent le contenu de l'expression et la forme de l'expression. Les contenus entrent dans des formes. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. L'identité relèverait du contenu. Et de ce point de vue, on a un système qui multiplie les contenus, qui appelle à la création d'autres contenus. Mais la forme, c'est autre chose. Autant le contenu est fluide, autant la forme, moi je le crois, est posée et éternelle, ne changera pas. Et lorsqu'on pose la question des rapports de pouvoir dans la construction de l'espace politique, en parlant de l'identité, on a dit que la moitié de la vérité. Il faut parler de la forme. Et la forme, c'est quoi ?
Est-ce que vous avez entendu parler d'un discours antique qui s'appelle le discours mélien? C'est absolument fascinant. Mélos, c'était une petite île de l'archipel grec qui, au sortir des guerres du Péloponnèse, s'est retrouvée en fait dans la sphère de pouvoir d'Athènes. Et il y a un texte qui fait 3 pages, c'est pas énorme, de Thucydide, qui relate en fait une conversation entre les représentants athéniens et les diplomates de Mélos. Athènes, pour asseoir son pouvoir sur la Grèce et unifier la Grèce antique, se doit d'imposer son pouvoir, se doit d'imposer sa force. Et tout ce discours, tout le dialogue mélien, en fait, c'est les Athéniens qui disent au peuple de Mélos qu'il ne peut pas y avoir de justice entre les forts et les faibles. Je répète, il ne peut pas y avoir de justice entre les forts et les faibles. C'est impossible. Alors on devine évidemment que Mélos se fait piller, tout le monde est massacré. Mais je reviens à notre contemporanéité. Mine de rien, lorsqu'on étudie un peu la géopolitique, lorsqu'on étudie un peu les rapports politiques, ce qui me semble certain, c'est que justement le discours mélien, c'est ce qui ordonne le jeu du politique. C'est-à-dire que l'espace politique se construit entièrement, totalement, à partir des rapports concurrents, à partir des rapports belliqueux. Ce que le philosophe Ernesto Laclau pourrait nommer dans un autre monde, mais qui peut se transcrire à Maurice, à partir d'une forme... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sinon, je n'aurais rien dit. À partir d'une forme de la guerre des identités. Et c'est là que ça devient super intéressant à Maurice. Parce que c'est comme ça que ça se passe à Maurice. Il faut le dire haut et fort, ça, c'est comme ça. Et cette forme de guerre des identités à Maurice, elle prend la forme des rapports de pouvoir entre majorité et minorité. Je le dis haut et fort, on ne va pas entrer dans les détails, il faudra faire une autre conférence. Il n'y a pas de majorité politique à Maurice. Ça n'existe pas. La majorité à Maurice, c'est personne. La minorité, c'est tout le monde. Ce qui revient à dire que quand tu construis l'espace politique, quand tu es dans une démarche électorale, tu prends circonscription par circonscription. Tu vas calculer dans la population qui est le groupe majoritaire, qui est le groupe minoritaire. Pour prendre le pouvoir à Maurice, il te faut un groupe majoritaire plus un groupe minoritaire dans chaque circonscription. Et c'est comme ça que ça se construit. Ça, on ne va pas mettre ça à côté, on ne va pas le dénier. Lorsqu'on questionne l'identité, on doit réaliser que quand on questionne la fluidité, le progrès, le progressisme à partir de l'identité, on doit pouvoir le faire jouer dedans. Voilà. Sinon, on va... Pas sorti de l'auberge. Alors, tu dis aussi, pour reprendre une citation d'Achille Mbembe, la citation est la suivante. Comment ne pas voir... Alors, on revient là vraiment à la question de la plantation, parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce truc autour de la plantation sucrière. Comment ne pas voir que la plantation et la colonie récusent radicalement la possibilité d'appartenance à une humanité commune, cette pierre angulaire de l'idée républicaine? Est-ce que donc les problématiques liées à nos identités multiples, qui se confrontent si souvent au lieu de se lier, trouvent leur source dans la colonisation? Est-ce qu'on peut tracer une ligne entre la colonie et la manière dont nous vivons notre multiculturalité aujourd'hui, politiquement? Alors, ce serait un historien de faire ce travail. Moi, je pose beaucoup plus l'hypothèse d'une généalogie dans le fait que notre système colonial pose ce qu'on appelle dans le Code noir littéralement la barrière de couleur, comme principe de division raciale, justement entre dominants et dominés. Maintenant, est-ce que ce principe de division raciale se retrouve dans notre postcolonialité, mais dans des formes évoluées? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le système des castes opère à partir du même principe, mais pas forcément sur la notion de différence de couleur, de différence de caste, tu vois. Mon hypothèse, c'est que oui, donc la généalogie, elle est là. Maintenant, en faire une véritable histoire, quelqu'un devrait pouvoir en faire. Ce qui implique quand même d'avoir accès à des archives secrètes à Maurice. On va pas démêler ce problème-là aujourd'hui.
Alors, on a vu comment s'articulent les problématiques identitaires d'un point de vue individuel avec Mélanie, d'un point de vue politique avec Avinash. Ces dynamiques ne sont pas toujours saines, elles posent encore bien des questions et on sent bien qu'on n'est pas encore complètement en paix avec nos identités multiples. Mélanie, est-ce que tu penses que cette question du métissage qu'on a abordée au début peut trouver une résolution ? Et si oui, comment ? Est-ce que la réponse est individuelle ? Oui, je pense que la réponse est individuelle en fait, parce que je voudrais revenir sur un événement qui est arrivé il y a quelques années. Je vois quelques visages ici qui étaient présents lors de ce podcast avec Shakti, c'était à la Ligne Rose, à Moka, où on parlait de la création de textes en créole. Et il y a quelqu'un dans la salle, pendant que je parlais en fait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de sortir le roman Tigane, donc ce n'est pas cette édition, c'était la première édition. Et j'ai énormément de difficultés pour une littéraire, donc j'écris en créole certes, mais je parle généralement français, je vois que Delphine se rappelle. Et donc je me suis excusée au début de la conférence, et parce que bien que j'écrive en créole, il m'arrive d'avoir des difficultés à m'exprimer ainsi. Et je me suis excusée pour ça au début. Et donc, je commençais la conférence et je m'exprimais en créole. Puis, arrive le moment où le français reprend le dessus. Et il y a quelqu'un qui crie dans la salle « Cause créole 2 ». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à remettre en question mon identité, en fait. Mon identité francophone, mon identité de mauricienne. Ça m'a frappée à un point, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais absolument pas me taire. Je ne suis pas du genre, je suis du genre à laisser aller. Et j'avais le bras de Dani, je me rappelle, sur mon épaule, je me disais « Mélanie, c'est bon, calme-toi ». Mais je pouvais pas me taire à ce moment-là parce que je me sentais extrêmement touchée par ce qu'il venait de me dire, en fait. Je suis d'une génération d'enfants qui ont été forcés à parler une langue, à parler le français, par des gens qui eux-mêmes ne maîtrisaient pas cette langue. Aujourd'hui, on parle un français mauricien. Si je vous dis, je suis marre content d'être là avec vous, vous me comprenez tous, mais pourtant, ce que je viens de dire n'est pas reconnu. À aucun moment, Avinash parle d'espace clos. Quand on parle de langue maternelle, on les qualifie comme étant français, créole, anglais, etc. Je ne me situe dans aucun de ces espaces clos. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de vous ici. Le français mauricien n'est à aucun moment reconnu. Et pour moi, c'est là d'où vient la plus grosse frustration, en fait. Parce qu'il y a eu à un moment donné ce blocage, parce qu'il y a eu métissage, mais on ne devrait pas se sentir comme ça. Je ne devrais pas avoir honte de ma langue maternelle parce qu'elle n'est pas reconnue. Je devrais pouvoir écrire dans ma langue maternelle. J'ai dû, à un moment donné, choisir un monde, et j'ai choisi le monde créole pour écrire, parce que c'était un monde où l'écriture... Enfin, quand j'ai commencé, moi, l'écriture, c'était un monde qui... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de textes écrits en créole, du moins avec l'orthographe standardisée, l'orthographe officielle créole mauricien. C'était plus facile pour moi de choisir ce monde-là, et parce que j'aime écrire dans ce monde-là, mais ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas ma langue maternelle. J'aurais adoré un jour écrire dans ma langue maternelle. Et ce n'est juste pas possible. Les gens se moqueraient de moi si j'écrivais comme ça. Si je glissais un mari dans mon texte. Parce que ça, ce n'est pas du français. Mais c'est quoi le français? C'est quoi le français à Maurice? Alors, du coup, donc c'est super intéressant ce que tu dis. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais résoudre intérieurement, individuellement, ça? Comment tu fais pour... Je pense que je peux le faire en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain. On peut le faire, on peut glisser comme ça sur scène ou dans des pages, quelques paroles pour faire vivre cette langue orale, nos langues causées, comme on dit à La Réunion, terme qui n'est pas utilisé à Maurice par contre. Et oui, je pourrais peut-être dans quelques années arriver sur scène avec un texte français mauricien. Et l'assumer. Et l'assumer, en effet. Pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que les gens se moqueraient de moi et je me sentirais mal pour ça. Je me sentirais mal d'être qui je suis, en fait. Voilà.
Avinash, qu'est-ce qui pourrait nous amener à modifier notre rapport à l'autre et faire taire ces logiques communales qui quand même gangrènent souvent la politique mauricienne et ne favorisent ni le vivre ensemble, ni la justice sociale? Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ça ne favorise pas le vivre ensemble et la justice sociale. Encore une fois, c'est une question de revendication, c'est une question de négociation politique. Vraiment, hein, j'insiste sur ce terme. Mais je répondrai à ta question par une autre question. Est-ce que ce système peut être dépassé? Et s'il peut être dépassé, par quoi est-ce qu'il peut être remplacé? En sachant bien évidemment, on peut le questionner, il faut le questionner, on peut le chapouiller un peu, il faut aussi le faire. Mais, mis à part quelques débordements en 67, en 99, ce système a produit de la paix dans le pays. Moi, je me rappelle, j'avais un professeur de philosophie politique à Paris, qui est un homme extraordinaire. C'est un des grands penseurs des Balkans. Et en plus d'être professeur de philo politique, il était l'ambassadeur du Kosovo à Paris. Et lorsque je soumettais mes hypothèses, tu sais, pour des journaux scientifiques et tout, à chaque fois il me disait, mais tu arrêtes pas de te plaindre, mais mets-toi à ma place. Enfin, ce que tu me racontes là, pour moi c'est le paradis, quoi. Ça va, vous entretuez pas encore, il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, penser le dépassement d'un système est extraordinairement important. Mais de là à venir dire, on fait tabula rasa, on recommence, quelles sont les garanties? Maintenant, ce système, il y a, et j'en reste absolument convaincu, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé en politique active avec mes camarades, qu'on peut le faire bouger. On peut le faire aller vers d'autres objectifs. Le problème du système communal, multiculturel, identitaire à Maurice, c'est qu'il est devenu beaucoup trop autoréférentiel. C'est-à-dire qu'il ne renvoie qu'à lui-même. C'est-à-dire on a une responsabilité politique de la représentation, et ça devient tellement le nerf central de la négociation politique, qu'on met les compétences à côté. Et on se retrouve avec un Premier ministre qui est effectivement plus hindou que compétent. Il n'est pas aussi hindou que ça, c'est dire ses compétences. Essayez d'être pas trop mauve ce soir. Ah ben je me suis habillé en bleu, ça va, j'ai fait un effort. Bon. Mais là, c'est là, je crois qu'il y a vraiment des avenues. Bon, la question qu'on doit poser, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre travail, la question qu'on doit poser, c'est ce système, il est ce qu'il est. Il a fonctionné pour la deuxième moitié du XXe siècle. Nous entrons aujourd'hui pleinement dans ce qu'est le XXIe siècle. Et ce système, est-ce qu'il va venir donner des réponses aux problèmes qui sont ceux du XXIe siècle? Je crois qu'on peut assez facilement identifier 3 ou 4 catégories de ce que sont les grands problèmes de notre temps, vraiment, qui vont articuler le XXIe siècle. Première chose, c'est le réchauffement climatique, ça c'est absolument clair. La deuxième chose, c'est toute la disruption de la révolution digitale, de l'intelligence artificielle et de la digitalisation même des rapports sociaux, donc des rapports politiques. Et la troisième chose, c'est toute la géopolitique de l'Indo-Pacifique et de l'océan Indien qui sont en train de vraiment venir faire bouger les plaques tectoniques des alliances historiques de Maurice. On n'en parle pas du tout. On est pris dans quelque chose qui est profondément transformateur de notre avenir. Et dans ces 3 enjeux, il y a toute une multiplicité de plus petits problèmes qui s'articulent dans des choses absolument concrètes. Qu'est-ce que la pauvreté aujourd'hui à Maurice? Qu'est-ce que l'exclusion aujourd'hui à Maurice? Qu'est-ce que le chômage aujourd'hui à Maurice? Qu'est-ce que le logement aujourd'hui à Maurice? Et c'est là que, clairement, on doit pouvoir faire entrer ces enjeux-là dans le questionnement politique, dans la construction de l'espace politique, tout en venant greffer cela sur les enjeux identitaires. On ne peut pas aller sans l'autre. Je vais laisser la parole au public. Peut-être juste, est-ce que j'ai le temps de lire un petit truc ou pas? Oui, Delphine fait oui. En fait, j'ai 2 petits textes, 2 courts textes. Je ne voulais pas conclure moi parce que je pense que ce n'est pas une conversation qui doit avoir une conclusion, au contraire. Mais je propose juste 2 petites ouvertures. L'une individuelle, personnelle, proposée par Ananda Devi, un petit texte qui a été publié, une interview qui a été publiée récemment par Jeune Afrique, le 22 janvier, donc vraiment juste là, où elle dit « L'identité est un sujet brûlant sur l'île Maurice comme dans le reste du monde. On n'en a d'ailleurs pas une seule, mais plusieurs, car nous changeons de peau selon le contexte où nous nous trouvons.
Ces identités peuvent être un enchevêtrement ou une belle tresse nouée, selon que nous en acceptons la diversité ou pas, selon que nous nous enfermons dans une carapace monolithique ou la vivons comme un prisme où le monde peut changer de couleur. Et un deuxième texte que je tire de ce livre-là de Françoise Lyonnais, Le Su et l'incertain, cosmopolitique créole de l'océan Indien, où elle dit dans son introduction « Tant au niveau de l'histoire que des paysages naturels et des ressources humaines, Maurice reste une destination favorite des touristes fortunés comme des vacanciers moyens, un paradis fiscal pour investisseurs et un lieu régulièrement vanté d'harmonie sociale et de stabilité politique. Les cartes postales, les brochures, les livres touristiques et les nombreuses publicités font le reste. Ces discours, largement avalisés par les citoyens patriotiques, créent un contexte où le paraître et le cliché alimentent le mythe qui sous-tend les grandes convictions nationales de peace and brotherhood, annoncées puis consolidées par le premier gouvernement postcolonial. La fiction et la réalité continuent ainsi de se renforcer mutuellement, malgré les inégalités et les injustices dénoncées plus ou moins vigoureusement par les politiques, les intellectuels et les syndicats. Mais, tant que de grands pans du passé collectif restent muets, comment envisager un avenir vraiment démocratique ? Et la parole est à vous. Oui. Oui, la parole est à vous, parce qu'en fait, ce qui nous intéressait ce soir, c'était d'ouvrir des pistes de réflexion avec nos intervenants, et aussi d'entendre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager, les questions que vous vous posez aussi, parce que c'est vrai que ça va aussi nous permettre de réfléchir ensemble aux thématiques que nous pouvons explorer dans les prochaines émissions. Bonsoir. Merci déjà pour tout ce qu'on a entendu, qui était très constructif. Et il y a une question qui me travaillait quand je vous écoutais, parce que je pensais à cette thématique-là récemment. Et je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ou discuté, mais en fait, j'écoutais un politologue français qui faisait une analyse de la géopolitique du monde actuel et qui disait que on sait tous que jusqu'au XXe siècle, il y a eu 2 empires qui ont vraiment dominé le monde. C'était l'Empire britannique et l'Empire français. Et en fait, il faisait une comparaison entre les 2 modèles et comment les pays qui ont été sous l'emprise de ces 2 empires ont évolué différemment. On sait que Maurice, les Britanniques ont pris possession de l'île en 1815 et elle est restée britannique jusqu'à l'indépendance. Et les Britanniques, ils avaient un système de gouvernement qui s'appelait Divide to Rule. Donc en gros, un système déjà très castéiste, entre guillemets, qui est toujours visible quelque part dans la conception du multiculturalisme anglo-saxon par rapport à une différence avec la conception du multiculturalisme à la française. Et en sus de cela, il y a un débat récemment qui court que le renouveau passerait par la réécriture de la Constitution mauricienne en prenant en compte ces facteurs-là pour pouvoir nous débarrasser des schémas établis qui ont été mis en place par la colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un système de gouvernement inspiré de l'Angleterre. On utilise le common law, on a aussi le code Napoléon pour le code civil. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait pour la société mauricienne déjà la base de se dire, arrivé en 2022, on a déjà suffisamment évolué pour être capable de se définir en tant que peuple distinct à travers notre propre constitution et nos propres critères, et que c'est à partir de là qu'on pourra réellement évoluer, parce que chaque génération entretient ce modèle-là qui vient de ce que l'Empire britannique a mis en place pendant sa gestion du pays. Pour répondre à ta question, j'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps, en fait, sur notre système éducatif à Maurice. Tout nous dirige vers Cambridge. Notre système éducatif, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour le système français, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais notre système éducatif mauricien nous dirige tout de suite vers Cambridge. Tout va vers Cambridge. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça ici, en fait. Je n'ai pas les termes techniques pour ça, je m'excuse. Mais
notre société, la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas du tout la même. Je viens ce matin d'aller à un examen pour IELTS, pour aller compléter mes études à l'étranger, où je devais m'exprimer en anglais, tout le long en anglais. Et il y a eu à un moment donné un certain blocage parce que nous sommes dans un pays où notre langue officielle est l'anglais. Et à un moment donné, j'étais incapable de répondre à des questions super bêtes parce que je m'étais préparée à l'écrit tout le long, en fait. Et est-ce qu'il ne serait pas temps, monsieur, ou si vous êtes capable de le faire, vous, de penser à un système éducatif suivant un modèle mauricien? Ce n'est pas facile, ça ne va pas arriver tout de suite, je suppose, mais il faudrait peut-être, pour arriver à ce changement-là, penser mauricien. Je sais pas... On n'a pas assez de savoir sur ce que nous sommes, malheureusement, pour pouvoir faire ça. Pour répondre directement à ce que tu dis. Alors, oui, les idéologies coloniales françaises et britanniques, on résume très rapidement, c'est vraiment deux conceptions différentes de la citoyenneté. D'ailleurs, Pierre Rossan-Vallon, qui fait vraiment l'histoire de la citoyenneté à travers l'histoire de France, a un livre, tout est dit dans le titre, qui s'appelle « Le peuple introuvable ». C'est-à-dire, ce qu'il veut dire par là, c'est ce qu'on appelle le peuple, et qui, en France, dans sa notion de laïcité, telle qu'elle est pratiquée, c'est une invention, c'est une création, c'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de valeurs qu'on pose à un moment donné comme faisant partie des valeurs d'une nation, et cette nation étant elle-même représentée par un ensemble d'individus qu'on appelle un peuple. Les Britanniques sont radicalement opposés à ça. C'est vraiment deux modèles qui ne se ressemblent pas du tout. Et c'est peut-être pour ça que sur l'effort colonial, l'effort de la conquête mercantiliste des Britanniques, ils ont été beaucoup plus forts. Parce que justement, leur effort de conquête n'a pas été d'assujettir des cultures conquises à leurs normes de la citoyenneté. Non, vous avez votre histoire, vous avez votre langue, votre religion, on ne va pas toucher à ça. Par contre, la pratique de la citoyenneté britannique, c'est une pratique de la citoyenneté économique. C'est à la lettre ce qu'on appelle l'homo economicus. L'effort de la mondialisation de la Grande-Bretagne a été dès le départ l'effort de la mise en place d'un marché mondial. D'un marché mondial où il allait y avoir la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Donc pour eux, voilà, tu pratiques la culture que tu veux, tu parles la langue que tu veux, mais tu es un consommateur, tu es un travailleur, tu achètes des marchandises, tu participes à la société de consommation et tu vas faire tes rituels à côté, ça ne nous concerne pas. C'est vraiment deux affrontements purement idéologiques. Et on voit clairement celui qui a triomphé. L'autre question, est-ce que nous sommes prêts en tant que peuple à faire ce pas-là ? Non, absolument pas. Là, je vais faire mon Jean-Claude de Lestrac, vous m'en excuserez. Nous sommes une nation jeune qui a encore un certain manque de recul. Et ce que je vous dirais dessus, c'est que franchement, lorsque vous êtes... je ne parlais plus de politique, c'est la dernière fois que je parle. Lorsque vous êtes sur un terrain politique, quand tu vois à quel point les passions identitaires, les passions religieuses animent les prises de position, les prises d'opinion, non, on n'est pas prêt pour ce qu'on appelle le peuple. D'ailleurs, moi je le dis toujours, et c'est très très beau dans ce que tu essaies de faire par rapport à ta littérature, c'est le grand effort de la littérature de l'art mauricien, c'est de vraiment montrer une chose, c'est que le peuple à Maurice manque. Ou plutôt que le peuple existe en l'état d'un manque. Merci pour ce super espace d'échange, de partage. Même si je connais Mélanie et Avinash, les deux ensemble, ça a fusé dans ma tête, c'était super. Aïe, pas tu sais, correct. Tellement l'habitude. Désolée, mais loin. Voilà. En fait, quand Mélanie a parlé de langue du français mauricien, et ensuite, avec ce que Avinash venait de dire avant, ça m'a fait penser à ce concept de diglossie qu'on apprend en linguistique, qui est on a une langue haute et on a une langue basse. Et dans le système mauricien, c'est, à Maurice en tout cas, c'est le français est considéré comme la langue haute, c'est-à-dire parler en français dans l'espace public. Ça veut dire que vous avez fait des études, vous êtes de la classe moyenne et
si vous ne plus vous allez vers le créole, qui est la langue basse, c'est que vous n'avez pas fait d'études. Donc, est-ce que ma question, c'est, je ne sais pas si on a des réponses, mais en tout cas, c'est une question. Est-ce que dans ce schéma de langue haute, diglossie, de langue haute et de langue basse, où est-ce qu'on mettrait le français mauricien? Et est-ce que ce français mauricien que l'on parle, oui, je suis contente d'être là. Voilà. Ce français mauricien que l'on parle, est-ce que ce français mauricien se situerait dans ce schéma, ces deux pôles, en même temps que les identités, c'est-à-dire du plus blanc au plus noir, comme si dans les phénotypes? Et est-ce que ce français mauricien serait ce qu'on appellerait en linguistique, Mélanie doit savoir, l'intellect? Et finalement, est-ce qu'on peut calquer de la langue que l'on parle par rapport à l'identité que l'on veut porter, par rapport à la langue que l'on parle? Parce que j'ai travaillé dans le secteur public, j'ai travaillé dans le secteur privé, et dans le secteur public, si on ne veut pas que vous compreniez ce qu'on est en train de dire, quand moi je passe, on parle dans une autre langue que je ne connais pas. Donc, comment langue et identité, bien sûr, on connaît les liens, mais je crois qu'une porte d'entrée dans une superbe réflexion était mon mari content là, quoi. Si on va du fait que le créole est en pidgin, est en mélange, ok, le français mauricien ne serait-il pas un créole en fait? Bah justement. Je réponds par une question. C'est une réflexion. Ouais. Ouais. Ne serait-il pas un créole en fait? Une variante du créole. Variante, ouais. Il faudrait démonter cette notion de pidgin quand même. Ouais. Aïe, j'étais désolée. Et oui, ce que je trouvais intéressant aussi, quand j'étais à l'université, à un moment donné, on parlait de diviser la langue créole, c'est-à-dire les mettre dans des cases, là aussi, je n'aimais pas trop ce concept. Mais on parlait de concept basilectal, du créole basilec, de la côte, okay, et de l'acrolecte, c'est-à-dire avec des mots, des termes scientifiques. Parler en créole avec des termes scientifiques, à un moment donné, pour montrer que ça avait un certain... pouvait atteindre une certaine hiérarchie sociale haute à ce moment-là, dans ce procédé-là. Et puis est arrivé quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bruno Raya, du groupe OSB, qui lui est arrivé avec les termes ghetto créole et queen créole. Ghetto créole, créole ghetto, siloy pas siloy, plein d'autres encore, siloy pas siloy, ayanai, entre autres. Et il est arrivé avec queen créole également, en disant que là aussi, il y avait cette division géographique entre Plaisance et Rochebrune. Où à Plaisance, c'était ghetto créole, et Rochebrune, queen créole. Et pour lui, le queen créole, quand il a décrit le queen créole, il le décrivait comme étant, comme ayant une syntaxe où on mettait un accent un peu plus français à des termes créoles. Par exemple, mot mange la viande, mot poil, mot breton de la maison, mange koutia, entre autres. Mais si on va plus loin dans ce queen créole-là, est-ce qu'à un moment donné, on ne retrouverait pas le français mauricien qui est plus loin, peut-être, un queen créole, en fait? Tu vois, la volonté de créer de nouvelles identités, voilà, boum. 2 nouvelles catégories, créole ghetto, queen créole. Voilà. D'accord, Daniela, je suis d'accord avec toi, merci beaucoup, c'est absolument passionnant. On sent qu'Avinage, quand même, est très, 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 très politique. Il ne peut pas se cacher, et tant mieux, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Mélanie, parce que je trouve ta démarche formidable et courageuse. Et mon interrogation est de savoir quel est le moteur, justement, pour sortir de sa condition, quelle qu'elle soit. Hein. Je veux dire que là, tu voulais passer donc, du milieu parental qui était un petit peu fermé à quelque chose de plus émancipé, avec une langue, etc. Et donc, moi, j'ai toujours été surprise, parce que moi, je viens de l'étranger, au départ. Dans les années 70, je suis arrivée à Maurice. Et j'étais très fière d'avoir le bagage que j'avais, qui était très libre.
Et je suis arrivée ici, j'étais complètement sidérée par le compartimentage, mais je n'en voulais pas aux gens parce que je me disais finalement, ils n'ont pas eu ma chance et mon éducation. Voilà. Et donc tout le temps, je voyais les jeunes partir faire des études, revenir avec des idées formidables, et puis au bout de 2-3 ans, hop, ils avaient repris le moule parental, et voilà, quoi. Alors, est-ce que c'était pour ne pas froisser leur famille, pour ne pas faire de peine, pour je ne sais pas. Mais donc, je trouve formidable ta démarche de réagir comme ça et de vouloir te créer ton identité. Donc, je demande, quel est ton moteur? Comment tu es? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer? Tout vient de l'interdit, en fait. Je n'avais pas le droit. Et je voulais comprendre pourquoi je n'avais pas le droit. Et c'est légitime, en fait. Et je me rappelle, à mon premier jour, on allait chercher les universités, justement. Donc, tous mes amis partaient à l'étranger. Et nous, on n'avait pas les moyens d'aller à l'étranger. Et je devais rester là, à l'université de Maurice, pour étudier. Et pour mon papa, c'était absolument important d'aller dans cette filière française. Et puis, on a croisé dans les couloirs Koumari Issa. Et elle présentait le nouveau programme de créole. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire, parce que c'est surtout pas ce qu'on veut que je fasse. Et il faut que je comprenne pourquoi, en fait. Et voilà, donc tout vient de l'interdit, en fait. Enfin, pour ma part, tout vient de l'interdit, de comprendre pourquoi c'est interdit. Au-delà du fait de juste accepter ça, c'est de comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là et pourquoi est-ce qu'on doit se taire. Et parmi ton cercle d'amis, Oui. les gens autour de toi, ils ont réagi comme toi aussi? Les jeunes de ton âge? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, malheureusement. Oui. C'est dommage, mais ça vient. ça vient doucement. Oui, bonsoir, merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Juste, je rebondis sur quelque chose qu'Avinash a dit qui m'a marqué personnellement. Et je reviens au système politique un peu. C'est ce que tu as dit sur le professeur qui vient des Balkans. Donc moi, je viens du Liban, en fait, où les identités sont meurtrières même, et où nos identités, notre diversité a engendré beaucoup de guerres. Mais je crois que vraiment la solution est dans le système politique. Et là où je suis en désaccord avec une chose que tu as dit, ou que le professeur des Balkans a dit, c'est que c'est très bien à Maurice, au moins vous avez la paix. C'est vrai, et c'est très bien. Mais c'est une ambition très petite pour un système politique, juste de dire on a la paix, parce que ça peut engendrer beaucoup de dérives, ça engendre de la corruption, ça engendre une injustice. Et je trouve que Maurice est assez mûr comme pays pour avoir une ambition bien plus que juste avoir la paix. Et à mon avis, en tant qu'étranger qui est là depuis 13 ans, je crois que c'est assez solide en termes de... à mes yeux. Donc je suis en désaccord sur l'ambition. L'ambition doit être beaucoup plus que la paix. Je ne te cacherai pas, évidemment, que l'ambition doit être beaucoup plus que la paix. Je suis d'accord. Le problème, franchement, alors, oui, le tissu social, la fabrique sociale mauricienne est solide. Mais ça se déchire à une vitesse. Et ça peut partir très, 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 très vite. C'est là qu'on revient, je ne vous accuse pas de cela, mais mine de rien, à Maurice, nous avons quand même tendance à vivre, encore une fois, dans des mondes clos. De par mon enfance, de par les opportunités que j'ai eues, moi je viens d'un milieu extraordinairement privilégié. Je n'ai manqué de rien. Les questions qui peuvent vanter d'autres, sur qui je suis et tout, franchement, je me sens assez libéré de ça, moi. Je l'analyse purement à partir d'une question de la rationalité politique que moi je veux faire évoluer. Participer à faire évoluer. Si ça passe par des questions constitutionnelles et tout, ça on ne sait pas, on verra. Mais je réalise entièrement une chose, c'est... Mon ami Alexandre ici m'avait dit quelque chose une fois, c'était avant que je fasse le pas, il m'avait dit, tu sais, tu ne connais pas Maurice tant que tu ne fais pas de la politique. Parce que c'est quand tu fais de la politique que tu vas découvrir les ghettos, que tu vas découvrir l'exclusion, que tu vas découvrir tout ce qu'on ne voit pas de notre pays. Et tout ce que quelqu'un venant d'un milieu aussi privilégié que le mien ne voit pas. Et crois-moi, alors j'étais candidat à Curpip, quand tu vas par exemple dans une cité comme Cité Anouchka, où l'année d'avant, une petite fille de 3 ans s'est faite violer avant d'être égorgée, c'est un exemple de débordement de violence qui n'est pas une exception.
Parce que cette violence, elle est omniprésente. Omniprésente. C'est une question de la contrôler, de la contenir. Et à la fin de la journée, nous sommes entrés dans un piège à Maurice. Je le réalise totalement. Parce que nos gouvernants n'ont pas réussi le processus d'émancipation du peuple à travers le système d'éducation, ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner l'ascenseur social, voire même les mécanismes du libéralisme économique, dans sa capacité d'inclusion en tant qu'acteur économique dans les enjeux de pouvoir, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il achète la paix. Et bien évidemment, c'est le fondement même de la corruption. Fondement. Il y a un effort de changement de mentalité, un effort d'éducation. J'ai horreur de ce terme, et je vais l'utiliser, un effort d'ouverture des consciences qui n'est pas encore réalisé. Merci à tout le monde pour l'organisation. Ça fait un bol d'oxygène en ce moment de parler d'autres choses que des sujets moins intéressants. Là où je rejoins peut-être Avinash dans le fait que la question communale, elle existe à Maurice. Et je crois aussi effectivement que Maurice, dans le peuple, dans son entier, n'est pas forcément mûr pour un changement. Mais si on attend que tout le monde soit d'accord avec nous, parce que nous aussi un public, on va dire combien, ne nous cachons pas les choses, si on attend que tout le monde soit du même avis que nous, jamais on bougera. Et du coup, est-ce que c'est pas du courage politique d'aller prendre une décision qui sera probablement contre beaucoup de monde, contre un ordre établi, mais qui est indispensable pour que ça tienne dans le long terme? Tu vois, tu prends l'exemple de la peine de mort. Mitterrand, il l'a aboli, sachant que la majorité des Français étaient contre. Et pourtant, c'était une question de courage politique. Donc, est-ce qu'on ne doit pas aller vers ça et forcer un peu les choses pour que ça arrive? Mais comment? Mitterrand était au pouvoir. C'est bien beau de dire on va changer les choses, mais il faut prendre le pouvoir pour changer les choses. Et dans un système comme Maurice, qui est un système qu'on appelle first past the post, ce qui veut dire que la majorité électorale, qui te donne 60% des sièges au Parlement, je crois, 60-65, 35% suffit. C'est bien beau, je suis théorisé, formuler des hypothèses, c'est génial, il faut absolument le faire. Beaucoup de personnes à Maurice, beaucoup de groupes, beaucoup de citoyens doivent exercer leur citoyenneté comme des forces de proposition. C'est absolument certain. Sauf qu'à un moment donné, il faut prendre le pouvoir si on veut changer les choses. C'est aussi clair et carré que ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, se positionner entièrement sur des enjeux progressistes te permet la prise de pouvoir? Je voudrais vous remercier. Parce que je pense que, ce qu'on voulait aussi, c'était de permettre un échange, mais aussi de continuer cet échange autour d'un verre. Je voulais aussi en profiter pour remercier l'Aventure du Sucre qui nous a accueillis aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un environnement vraiment très agréable pour organiser des conversations comme celle-là. Et remercier aussi Mélanie et Avinash. Merci à vous. Christelle, bien évidemment, d'avoir été avec nous. Quant à nous, Christelle et moi, on vous donne rendez-vous sur les ondes. Alors, on ne sait pas encore exactement quand le podcast va sortir, mais c'est très bientôt. On vous enverra peut-être un email pour tous ceux qui ont assisté à la conférence aujourd'hui, quand il sera disponible. Et puis, on espère aussi qu'à partir de ce genre de conversation et de ce genre d'émission aussi, pouvoir faire naître des espaces de parole, mais aussi de réflexion. Donc, merci en tout cas d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir d'avoir partagé ce moment. Merci. Merci.